intervenu au tout début, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, on a intervenu à partir des plans et on a eu une réflexion avec l'architecte et la commune, enfin plus qu'une réflexion, ça a été des échanges pour savoir comment on pouvait améliorer, conserver, enfin optimiser l'ensemble des toitures parce qu'on avait des gros soucis au niveau des pentes et des matériaux qui avaient été utilisés à l'époque, qui n'étaient pas forcément adaptés, et ce qui avait engendré un vieillissement prématuré pour, pour le coup des toitures. Et c'est vrai que ce soit avec Madame Liséan ou Monsieur Boulch, on a échangé pas mal ou savoir comment faire pour améliorer tout ça et le rendre vraiment périn dans le temps, quoi. Voilà. Donc on est vraiment intervenu dès le début sur la phase de la consultation et à partir des plans d'architecte. Voilà. On en a eu pas mal parce qu'il ne faut pas se mentir, c'était une première pour nous. Nous, on est plutôt habitués à s'occuper des rénovations de maisons individuelles ou des constructions neuves. C'était la première fois qu'on intervenait sur un chantier à caractère patrimonial. Donc il y a déjà tout le côté administratif qui peut désorienter au début pour une petite entreprise comme la nôtre. Mais notre cœur de métier reste voilà, mettre à l'abri les gens, les habitations, enfin pouvoir garantir l'étanchéité des maisons et d'un musée ou d'une conserverie. Ensuite, donc on va dire le principal problème, c'était que comme toutes les toitures avaient été bâchées, protégées, modifiées, étayées, on s'est retrouvé avec quelque chose qui, en l'état, demandait beaucoup d'imagination. Et là, pour le coup, on a eu vraiment beaucoup d'aide avec l'association des Amis de la Conserverie, qui nous ont apporté pas mal d'éléments, notamment des photos d'époque, donc qui nous ont permis de, voilà, de pouvoir vraiment nous imprimer de... On a utilisé un matériau que l'on n'utilise pas habituellement, c'est de l'acier inoxydable étamé. Ça c'est entre guillemets une grande première parce que en fait la charpente n'avait pas été conçue pour recevoir des matériaux très lourds comme du plomb et le zinc n'était pas adapté par rapport à la longueur du bâtiment et dans le temps un risque de vieillissement prématuré. On est parti sur une couverture, ou du moins sur un chéneau en acier inoxydable, qui nous permettait d'avoir une longévité accrue et un faible coefficient de dilatation, donc ça permet de faire des grandes longueurs sur des pentes très faibles. Ensuite, il a fallu aussi respecter comment dire, la mise en œuvre de la couverture telle qu'elle était à l'origine, donc c'est-à-dire un petit format d'ardoise, avec une épaisseur très fine. Là, pour le coup, à l'origine, c'était des ardoises de Mel Carré. La carrière de Mel Carré a fermé dans les années 80, donc il a fallu trouver une ardoise d'Espagne, puisqu'on n'a plus que ça aujourd'hui, qui se rapprochait tant aussi bien au niveau de la couleur que tant au niveau de l'épaisseur. Et on a beaucoup de chance. On a réussi à trouver un caillou qui allait parfaitement en adéquation avec l'ensemble, et au niveau des faîtages on a réussi à retrouver les faîtières, les mêmes faîtières qu'à l'époque, donc on appelle ça la faîteau de l'André Varzec. Donc c'est des faîtières où le sable à l'époque était tiré de l'Audet, donc maintenant c'est un sable qui est tiré dans les Aberces, plutôt voilà, entre Brest et Châteaulin, parce que c'est tout le charme des monuments historiques, c'est de faire quelque chose de neuf avec des matériaux nouveaux ou neufs, mais il faut que ça ressemble à de l'ancien. Voilà. Donc c'est pour ça que les crochets sont en acier inoxydable mais teintés pour qu'ils ne brillent pas au soleil, pour qu'on ne les voit pas. C'est pour ça que les chéneaux en acier inoxydable sont étamés, parce que l'étain va se patiner dans le temps, ça a déjà commencé. Et c'est pour ça que tout le zinc que l'on a utilisé est un zinc pré-patiné, pour qu'on ait l'impression que ça soit là depuis des dizaines, voire une cinquantaine d'années. C'est un métier qui est méconnu malgré tout. Et la grande difficulté de ce métier, c'est de pouvoir canaliser l'eau, parce que c'est la seule solution qu'on a, on ne peut pas la faire disparaître. On doit la canaliser et l'emmener à un
tout en protégeant les éléments. Mais c'est ce qui fait la valeur ajoutée de ce métier. Donc que ce soit en rénovation ou sur les bâtiments neufs. En rénovation, on va dire que c'est quelquefois plus facile parce que si on a un bâtiment qui fuit, il suffit d'essayer de le modifier, de l'améliorer, de manière à rendre étanche le bâtiment. Mais on a aussi sur les bâtiments neufs, où parfois on a les architectes qui dessinent des choses, c'est-à-dire qui tracent des traits dans l'espace. Et ces traits-là, nous, on doit de les rendre déjà étanches et, dans un second temps, esthétiques, avec des matériaux qui sont en perpétuelle évolution, donc qui peuvent parfois nous servir, mais aussi nous desservir. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de notre métier. Et puis, il ne faut pas se le cacher, on en parle très souvent, on a aussi une pénurie de main-d'œuvre dans notre métier. C'est un métier qui n'attire pas forcément les jeunes et qui pourtant est très valorisant, c'est-à-dire qu'on transforme une matière première et enfin, il n'y a rien de plus noble de pouvoir transformer de ses mains un morceau de caillou qui devient une ardoise et qui, une fois assemblé, devient une très belle couverture, et au même titre un bout de zinc qui, une fois plié, soudé, devient une couverture, un bardage, un élément de sous-face ou même un élément de décoration. Des fois on nous demande de faire des barres, des habillages intérieurs, des choses qui changent de l'ordinaire, et voilà, et c'est quelque chose où pour nous ça nous apporte une grande satisfaction quand on voit un jeune qui se tourne vers le bâtiment, le fait de le voir évoluer, apprendre un métier, s'épanouir et aussi gagner sa croûte. Parce que pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment une grande satisfaction.